I was approached in 1995 by a good friend of mine who asked me if I could sculpt a mystery object for him. Very secretive. I can't really tell you much about it, but it's based on some degraded film that a friend of his had bought. Eventually I did meet up and I set about making this object, which took a few weeks. There were lots of blood and guts involved, and wailing and gnashing of teeth to get it all done in one evening. My wife will woke me in the morning to say, "There's a message for you." And I said, "What is it?" And she said, "The eagle has landed." It became a worldwide, well-known image a few weeks afterwards. I think my wife thought I'd robbed a bank or something, but she didn't ask me any questions about it. And I stayed silent about it for quite a few years afterwards. I'm quite interested in the concept of how we deal with shock and understand shock when we're knocked sideways and things don't seem real anymore, or when things seem to slow down and we have a completely different take on reality, and we see things in a very different way. We expect the world to stop for a while, but it just carries on spinning round while we become stationary. The distorted shape that you've created is the norm. This shape now, it has become your reality. Can you get your head round what you're looking at? Nous avons donc cherché qui pouvait posséder cette pellicule, et vous savez que depuis le début de l'histoire, on parle d'un certain Volker Spielberg, qui est donc à la fois une de vos relations et quelqu'un qui vous a aidé, vous l'avez dit dans plusieurs interviews, à acquérir ce document aux États-Unis, car ce caméraman, s'il existe en tout cas, a vendu assez cher ces images. Et donc le résultat de notre enquête, que vous allez découvrir maintenant avec nous, tendrait à prouver que M. Spielberg possède effectivement les originaux du film dont nous voyons la copie vidéo, sachant qu'il travaillait dans une société qui fait de la vidéo à Hambourg. Nous nous sommes rendus sur place et voici la suite de notre enquête. En Allemagne, à Hambourg, à l'adresse de la société de Volker Spielberg, une société spécialisée dans la vidéo musicale, toute activité a cessé. Ses anciens collaborateurs et ses voisins ne savent absolument pas où il se trouve actuellement et affirment qu'il a quitté Hambourg du jour au lendemain. Volker Spielberg a été localisé dans un autre pays d'Europe et nous avons pu le joindre au téléphone. I want to be left alone. I'm a collector. I want to be out, and I want to have no contact with nobody regarding this matter because this is my personal thing. Volker Spielberg nous a confirmé qu'il possédait bel et bien les bobines originales de la soi-disant autopsie de l'extraterrestre. Il a aussi affirmé avoir en sa possession d'autres bobines d'un film inédit montrant une seconde autopsie. Quand nous lui avons demandé de nous confier quelques images des pellicules afin de les analyser, Volker Spielberg nous a répondu qu'il en parlerait avec Ray Santilli. À ce jour, nous n'avons toujours pas pu obtenir une seule image. Enfin, nous lui avons dit que si le film était vrai comme il l'affirmait, il appartenait certainement à l'humanité tout entière. Il nous répondit qu'il n'était pas sensible à cet argument. Il a rajouté qu'il ne voulait absolument rien avoir à faire avec les journalistes.
Voilà, alors Ray, j'ai la question, quoi, c'est vous déclenchez des questions fondamentales dans le monde entier, vous attirez l'attention de tout le monde sur un événement considérable, et puis vous ne donnez pas les moyens ni aux journalistes ni aux autres d'authentifier le document que vous avez. Alors ma question, c'est combien de temps allez-vous pouvoir rester sur cette position? Vous savez, ce dernier extrait que nous avons vu justifie mon approche et justifie la façon dont je mène cette campagne. J'avais un accord avec TF1 et avec Jacques Pradel que certains aspects de cette histoire resteraient confidentiels. Je suis très déçu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous aviez promis que ces choses-là, certaines choses, ne seraient pas dévoilées, et jusqu'au moment où ce n'est pas mûr pour tout dévoiler, nous n'allons pas le faire. Oui, mais nous n'avons pas les mêmes intérêts. Nous sommes redevables devant le public de lui proposer des histoires crédibles. Et si nous avons donc mené notre enquête directement sur le terrain, c'est parce que cela faisait des semaines que nous vous demandions d'entrer en contact avec Monsieur Spielberg et que votre réponse était toujours la même. Demain, peut-être, je vais voir, il n'est pas là, il va rappeler, etc. Or, nous avons une émission, c'est ce soir. Et donc, nous avions besoin d'un certain nombre de réponses. Et j'ajouterai, si vous me le permettez, en m'excusant auprès de vous de mon indélicatesse, mais d'après l'enquête que nous avons menée, Monsieur Spielberg n'est pas un collectionneur de films. Monsieur Spielberg n'est pas l'homme qu'il dit être, et je ne sais pas ce qui l'anime exactement, ni pour quelle raison il tient à ne pas divulguer ces documents. La question que vous ne pourrez pas nous empêcher de nous poser un jour, c'est: y a-t-il seulement un film? Je sais que j'ai donné tout ce que je peux maintenant. Il n'y a rien d'autre à révéler au public à l'heure actuelle. Mais alors comment ressent-il juste une Si question? Excusez-moi de vous interrompre, mais une question. Moi je ne comprends pas une chose. Pourquoi est-ce que, même si ce n'est pas vous qui avez la décision, pourquoi les personnes qui possèdent cet original ne donnent pas les moyens d'authentifier la pellicule, puisque vous savez très bien qu'une authentification de la pellicule multiplierait le prix, puisque vous avez parlé vous-même d'une campagne et d'une opération commerciale, le prix de votre document serait multiplié par 100, par 1000, par 10 000. Il n'aurait plus de prix si on était sûr que ce document était authentique. Alors, comment pouvez-vous rester sur cette position? Comment pouvez-vous nous faire croire que vous ne voulez pas qu'on authentifie votre film si ça n'est pas une escroquerie? Vous dites que vous êtes un intermédiaire et d'après nos informations, on s'apprêterait à commercialiser une deuxième autopsie et là je crois qu'à ce moment-là, il n'y aura plus aucune crédibilité à cette affaire et je crois qu'on travaillait tous dans le même sens en fait. Le 30 octobre 1938, Orson Welles et sa troupe de théâtre du Mercury diffusent à la radio une adaptation du roman de science-fiction La Guerre des Mondes. Cette histoire d'une invasion martienne, transposée dans le New Jersey aux États-Unis, est présentée sous forme de flash et de reportage, passe pour un vrai direct et provoque une confusion. Personne n'a oublié le jour où la radio a annoncé que les Martiens débarquaient sur Terre. Derrière le micro, un homme, Orson Welles. De sa voix terrifiante, il hurlait que les Martiens avaient atterri à Grover's Mill, un bled perdu des États-Unis où ils avaient commencé l'extermination de la population. Pour les 12 millions d'Américains qui n'ont pas compris qu'il s'agissait d'une pure fiction, c'est la panique, l'apocalypse, le début de la fin du monde. Orson Welles, qui testait déjà ses talents de comédien, en rajoutait, faisant une description apocalyptique des visiteurs de l'espace. Des gros ours luisants, avec une bouche en V dégoulinante de salive, l'horreur pure et simple. Les Américains se barricadent chez eux, décrochent leurs fusils et attendent, en tremblant, l'apparition des affreux hommes verts. Heureusement, ceux-ci ne sont jamais venus. C'était un canular qui a plongé l'Amérique dans l'hystérie et la terreur pendant plusieurs heures. Et curieusement, dès qu'on renouvelle l'expérience, à chaque coup, dans tous les pays, les auditeurs se font piéger. Avec beaucoup de réalisme, l'un des acteurs joue l'envoyé spécial qui commente en direct le débarquement des Martiens.
Ils ressemblent à des tentacules, je peux voir leur corps maintenant. C'est gros, aussi gros qu'un ours et ça brille comme du cuir mouillé. Et ce visage, mesdames et messieurs, c'est indescriptible. Les Martiens qui diffusent un gaz mortel avancent vers New York. L'armée américaine leur tire dessus, sans succès. C'est un carnage et toute l'Amérique est prise de panique. Des Américains se calfeutrent dans leur cave, courent à l'église pour une dernière prière, voire se donnent la mort avant d'être asphyxiés par les extraterrestres. On a small farm, a pulsating, glowing craft was captured on video by an anonymous source. Could this be the first videotaped account of an alien spacecraft landing on terrestrial soil? Bob Exler, a former NASA mission specialist, received the tape in the mail along with strange documents and a fingerprint from a source known only as The Guardian. In my judgment, the so-called Guardian case is one of the most sophisticated and well-documented UFO cases in history. We have a videotape with some physical evidence from that. There was enough information in the package to suggest a landing site where the event occurred. We found witnesses, eyewitnesses to the event. This was clearly a disc-shaped object with some rather unique-looking appendages. We don't know what that really represents, but it clearly is the overall shape, and you can see that because the flares in the background are illuminating smoke, which are backlighting this object. Navy optical physicist Dr. Bruce Maccabee determined that the craft hovering above the field appears to be 25 feet in diameter. Years ago, many years ago, in fact, 1972, I was sitting at my desk at about 4:30 in the morning at the headquarters of the Commander-in-Chief of the United States Pacific Fleet, arranging the information that had come in over the last 24 hours into a logical order so that we could prepare a briefing for the Admiral and his staff, which would take place later that morning. Among the papers I found on my desk was a document entitled Operation Majority, and it was not the entire paperwork involving this operation, but was merely a synopsis of the operation and projects contained under it. One of these projects was called Project Red Light. The purpose, according to this document, was to back engineer captured extraterrestrial technology
for adaptation into the United States space program. Now, I have since come to believe that the extraterrestrial portion of all of this is nonsense, but that the technology is real.